Bioagri, Sarayé, Val-de-Bagne, 1300 mètres d'altitude. On se trouve ici sur un jardin un peu extraordinaire avec Isabelle Gaviou. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, on va prendre un petit moment, tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe ici sur ce coteau abrupt à 1300 mètres. Quelles sont tes activités ici? On se réjouit de découvrir ça parce que ça nous a l'air vraiment spécial. Alors ici, je vous invite dans une parcelle démonstration. Comme je suis productrice de plantes et que j'en cultive entre 50 et 70 variétés, du coup, l'année passée, pendant le Covid, on a monté cette parcelle, on a tout fait à la main, histoire de pouvoir faire visiter aux gens. Du coup, bienvenue pour la visite. Oui, merci. C'est vrai que il y a pas mal de choses à voir. On a déjà eu un petit aperçu de plantes aromatiques, etc. Même qu'on pouvait mélanger à du fromage ce matin chez Budweiser. Et là, je pense qu'on arrive dans une autre catégorie, hein. Effectivement, est-ce que vu que c'est une petite parcelle démo qui se réveille de l'hiver, Alors elle se réveille assez bien de l'hiver, hein. ouais, Il y a ouais, deux, ouais, trois petits élevages sur ça. on peut. Et Genepi, Edelweiss. Ici, on est sur la petite terrasse qui est la plus haute de la parcelle. Et puis, du coup, je m'étais dit que c'était de bon ton de mettre les plantes qui poussaient le mieux en haute montagne. Edelweiss, Genepi, Rhodiola, voilà. Et puis, on peut se faire une petite balade dans Une la petite parcelle. balade dans la parcelle, Ouais. effectivement. Donc, on va suivre un petit peu ce chemin des plantes avec toi et puis voir tout ce qu'on peut finalement en faire et puis comment finalement cette culture de plantes aromatiques, et il y en a beaucoup en Valais, hein, c'est vraiment une manière de diversification et de retrouver aussi peut-être des savoirs ou les actualiser aussi, hein, effectivement, comment cultiver ça, tout en agriculture biologique. Peut-être qu'on va redécouvrir aussi des techniques, on va peut-être parler un petit peu aussi de manière de cultiver ces plantes. Voilà. Tu nous as dit combien de plantes déjà tu cultives par là? Oui, une grosse cinquantaine en culture. J'ai à peu près un hectare, un peu plus d'un hectare en fait en culture. Et ici, c'est juste une petite parcelle démonstration. J'ai mes parcelles, ouais, un peu dispatchées entre 1500, 1600 mètres d'altitude, une à 900 mètres. Et puis ça permet de jongler un petit peu avec qui préfère être où dans mes petites plantes. Et c'est assez sympa. Et puis ça me faisait plaisir de les réunir au même endroit, un peu tout ce que je cultive. Oui, parce qu'il y a un gros boulot là de mettre en place toutes ces plates-bandes, d'après planter. Enfin, comme est-ce que tu as repris des plantes que tu avais déjà ailleurs et tu les as amenées ici? Ou bien, comment tu fais? Où c'est que tu trouves en fait ces plantes de base pour créer ces plates-bandes, ces cultures? Alors, on a la chance en Valais d'avoir Biojardin, Alexandre Guénaud, qui nous fait des plantons magnifiques. Alors ça, c'est une chance parce qu'on est à côté. On peut aller voir nos petits plantons, le développement, les prendre exactement quand ils sont prêts. Pour faire cette parcelle, alors d'une part, je suis partie pour certaines plantes de la graine, d'autres de plantons, d'autres on a transplanté. Et puis dans la cinquantaine que j'ai en culture, la septantaine que je travaille, je fais aussi quelques cueillettes sauvages. Alors sauvages entre guillemets, hein, mais par exemple dans une parcelle comme celle-ci, je laisse énormément l'herbe et après, il y a l'achillée millefeuille, les pensées qui sont là, moi je les récolte. L'achillée millefeuille, on a vu, il y a beaucoup d'absinthe, l'alchémie, enfin le plantain, il y a énormément de plantes qu'en fait ce serait dommage de désherber parce qu'on les emploie, quoi. Et du coup, je profite de ce que donne la nature entre mes plates-bandes, entre mes lignes, pour continuer à me fournir finalement. Magnifique. Puis effectivement, là, il y a une diversité incroyable. Mais est-ce que tu as, enfin, je sais pas, de formation? Est-ce que tu as fait herboriste ou comment est-ce qu'on arrive en fait maintenant à cultiver ça? Enfin, tu arrives à les cultiver, mais où c'est que tu apprends après le savoir pour où mettre les choses? Enfin, est-ce que tu as fait vraiment de hautes études pour arriver à ça? Ou bien c'est de l'empirisme? Ou bien c'est des deux? Quelle est ta formation un petit peu, ton parcours?
Alors, je sais pas comment on fait maintenant, mais il y a une bonne vingtaine d'années que je suis là-dedans quand même. Et moi, toutes mes connaissances, je peux pas me targuer d'un diplôme, hein, mais toutes mes connaissances, je les ai prises chez les anciens. Et ils ont encore des connaissances incroyables sur l'utilisation des plantes, beaucoup plus sur où elles se trouvent en nature, ils ont les spots, ils connaissent tous les endroits et la manière de les utiliser. Alors ça, c'est tout à fait empirique. Et, et je me suis rendu compte que autant c'était difficile de rentrer en contact avec eux à un moment donné pour qu'ils transfèrent ces connaissances, autant quand le contact était pris, c'est juste parfait. Ils sont heureux de faire ça. Et puis, j'ai peut-être une anecdote, c'est la transmission orale. En fait, moi, je galopais derrière ces anciens là qui marchent vite hein, dans la montagne quand même. Et puis, comme ils n'emploient pas le nom des plantes, ils disent tu as celle-là, tu fais comme ci, tu fais comme ça, celle-là, bon pour l'estomac, tu fais comme ça. Puis moi, au début, j'avais un bouquin de botanique. J'ai dit, bon, oublie, c'est trop lourd. Puis après, j'avais un bloc-notes, je prenais des notes. Et là, je me suis retrouvée en face d'un gars d'à peu près 90 ans qui s'arrête de causer, qui me prend les épaules et qui me dit, mais t'écris ou t'écoutes? Ah ouais. Tu peux pas faire les deux. C'est soit t'écris, soit t'écoutes. Et puis je me suis dit, ça doit être ça, la tradition orale, en fait. Et du coup, j'ai écouté. Et puis je m'empressais de reprendre mes notes quand j'étais rentrée, quoi. Donc toutes les connaissances, elles viennent de là. Les connaissances agronomiques, par contre, on a aussi la chance d'avoir Agroscope à Comté, où ils font beaucoup d'essais de culture et ce genre de choses. Moi, je collabore beaucoup avec. Il y a Mediplan qui est tout un volet de transformation des plantes et avec qui je travaille aussi beaucoup, qui me mettent en contact avec des clients directs. Et puis là, voilà, si on fait un petit... Oui, voilà, là, il y a du thym, là, il y a des calendula qui reprennent, là, il y a de l'hysope, la plante sacrée des Hébreux, plante extrêmement forte. Qui sent entre la menthe et l'eucalyptus, on sent bien. Alors, elle, on sent à son odeur qu'elle est bonne pour les bronches, par exemple. Après, c'est une plante délicate à travailler parce qu'elle fait monter la tension. Enfin, après, les plantes, c'est puissant. Les plantes, elles ont un effet. Et du coup, il faut faire gaffe ce qu'on fait avec, je pense, quoi. Mais bien parce qu'elles ont un effet. Voilà. Et dans le dosage aussi, il y a des... Après, connaître les plantes, qu'elles sont par exemple bonnes si pour une infection des bronches, système respiratoire. Mais après, ce qui m'interpelle des fois, c'est le dosage, tu vois. Est-ce qu'on en met combien comment? Ça, c'est aussi beaucoup d'expérience ça, pour apprendre à doser les mélanges de plantes. Alors, les anciens, ils en ont une certaine connaissance que la science a attesté finalement. Parce que beaucoup de plantes qu'on emploie, la science est venue par après attester, comme l'acide salicylique dans l'écorce de saule, dans la reine des prés. Et après, toutes les expériences scientifiques ont démontré pourquoi les anciens disaient que ça fonctionnait. Après, on a quand même la chance d'avoir des puissants laboratoires et compagnie pour faire nos choses. Ça mérite peut-être une petite précision. En Valais, on a une coopérative Valplante qui réunit des producteurs bio de plantes qui, eux, livrent des grandes quantités plus pour Ricola, d'autres clients du genre, quoi. Et puis, on est un groupe de producteurs indépendants. Et nous, on a nos propres clients. Donc moi, mon job, c'est de tourner les parcelles, là, de faire ces marches d'escalier qu'on a vues tout à l'heure, ou je sais pas, mais de vraiment tourner les terrains, de mettre en place les cultures, de les soigner, et puis de récolter, sécher, mais aussi de trouver des clients, de signer des contrats, de faire des produits transformés, de faire un business complet, du pré en passant par la graine, les plantes, jusqu'aux produits finis qui sont commercialisés. Et moi, j'ai deux volets. Alors, j'ai une part mes produits transformés, puis j'ai une autre part où je livre plusieurs entreprises. Alors, dans ces entreprises, il y a des entreprises qui tiennent plus de la pharmaceutique, où là, on a la chance vraiment d'avoir des analyses assez pointues sur les plantes, sur les principes actifs. Moi, j'adore. J'ai très souvent le retour de combien ma mélisse contenait de principes actifs, parce qu'ils doivent titrer les principes actifs. Moi, j'ai des clients dans les compléments alimentaires, et là, tous les produits qu'ils font, les principes actifs sont
titrer absolument. Et du coup, ça me donne un retour. Hein. Avec certains clients avec qui je m'entends bien, on peut faire des essais. C'est-à-dire, on peut cueillir de la Reine des Prés dans un endroit exposé sud, dans un endroit exposé nord, plus bas en altitude, plus haut en altitude, en faire des lots séparés. Et après, j'ai un retour de combien ça contient d'acide salicylique, si les endroits donnent des différences. Après, il faudrait suivre ça sur 4-5 ans pour voir si c'est vraiment l'endroit qui donne une différence ou le jour de récolte. Voilà. Mais ça permet, en tout cas, moi, ça me permet, moi qui n'ai pas de diplôme dans ce domaine, ça me permet d'acquérir voilà, autant des connaissances empiriques de la part des anciens, autant des connaissances de laboratoire. Et par exemple, voilà, dans des bières à la Reine des Prés, si je livre une brasserie, les tests, ils ont été faits pour voir si l'acide salicylique, il n'y en avait pas trop, parce qu'il y a des gens qui font des chocs anaphylactiques, sont allergiques à l'aspirine. Donc, quand on dit acide salicylique, c'est de l'aspirine sur pied, ces trucs. Ça peut contenir jusqu'à 70% d'acide salicylique. Faut peut-être faire gaffe. C'est une bonne bière pour la gueule de bois, par contre. Pour ceux qui ne sont pas... Mais voilà, après, dans les analyses, on se rend compte qu'il n'y aura pas assez d'acide salicylique pour provoquer quelque chose une contre-indication chez les gens. Il ne faut pas qu'on tombe dans la pharmacie. On fait des produits alimentaires, quoi. Mais toutes ces démarches, c'est vraiment cool pour mes connaissances et puis pour la transformation des produits. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là. C'est pas justement parce qu'on s'inspire, on prend tout ce savoir ancestral, on essaie de le comprendre, de le reproduire aussi avec cette tradition orale que j'ai bien aimé ton anecdote de tout à l'heure. Mais quand même, on vit dans la modernité, on vit dans un système aussi d'assurance qualité, des choses comme ça, et on maîtrise aussi ça. Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer là? Il y a des choses, des choses qui sont bonnes. Ah ouais, d'accord. Et parce qu'effectivement, il y a aussi quelque chose là qui vous manque certainement, c'est les odeurs. On est pourtant à 1300 mètres, on est au début un peu de la saison, mais il y a déjà des effluves avec le soleil qui sont magnifiquement bonnes. D'ailleurs, voilà, qui invitent à croquer cette menthe. C'est laquelle, celle-là d'ailleurs? C'est la menthe poivrée. Ah oui, la poivrée. Ouais. Et de la chilaise. On verra comment elles s'entendent. Là où j'ai ma plate-bande où j'ai un peu mis un petit carré de chaque plante. Et puis les fameux escaliers, il y en a plus d'une septantaine pour faire ça quand même. Et, je sais pas si on descend. Vous avez bossé au terrassement là? Ouais, C'était un sacré boulot. On a tenu compte. Alors ici, on a tenu compte des courbes de niveau du terrain pour faire chaque terrasse. Ouais. Parce que dans l'idée, au bout de X années, ça paraîtra absolument naturel. En fait, c'est l'idée que ça paraisse naturel. Alors, il y a encore du job. C'est les copeaux à mettre dans les chemins. C'est encore... il y a encore un paquet de jobs à faire ici. Ouais, c'est en construction en fait, c'est encore en construction, mais c'est déjà bien... c'est déjà pas mal. L'année passée, on a accueilli près de 200 personnes qui sont venues visiter cette parcelle. En fait, on l'a montée comme ça pendant que tout était fermé, on était tous enfermés sous clé à la maison, on s'est dit tiens, moi je rêvais de faire ça depuis un moment, je me suis dit c'est l'occasion. Et puis on s'y est mis, j'ai rapatrié plein de gens qui du coup étaient complètement désœuvrés. Et on a mis ça en place et puis en fait ça s'est tellement bien fait que un peu plus de 200 personnes qui sont passées par groupe. On propose des journées de visite, etc. Et c'était très sympa. Sous l'arbre là-haut, sous les merisiers, c'est des cerisiers sauvages, l'idée c'est de mettre une grande table pour pouvoir faire des tisanes, prendre un thermos d'eau chaude, laisser les gens essayer de faire leurs essais de mélange de tisanes et puis avoir un endroit un peu convivial pour se poser. Ouais, puis on voit là, tu parles de tisane, c'est que tu as apporté un petit échantillon de tes productions là. Est-ce que tu nous montres un petit peu ce que tu nous as amené? Alors, je fais des sirops. Alors typiquement la spirule odorante, elle pousse pas dans le Val de Bagne, ou peu. Il y en a, mais tellement peu que je vais pas aller la chercher. Et là, je vais plus de préférence dans des autres exploitations bio qui sont aux bons endroits, notamment dans le Chablais, sur Montet, en Tuche, Et puis, comme ça, je ramasse là-bas mon aspérule, je fais les sirops avec, je pense, je sais pas, une bonne quinzaine de variétés de sirops. Après, je fais des
épices comme ça, des mélanges d'épices. Hein. Donc ceux-là, ils sont en poudre, hein, on le voit bien. Ça, c'est broyé en poudre. Pour ça, je travaille avec mes 10 plants, justement. Au début, je le faisais au robot ménager, mais à force d'en avoir fait griller des robots, j'ai été voir ceux qui étaient équipés pour le faire. J'ai d'autres épices où c'est pas en poudre. L'avantage en poudre, c'est que, voilà, sauce à salade et tout, il n'y a pas besoin de les faire cuire. Finalement. Puis après, j'ai toute une gamme d'infusions que je vends en produits finis. Alors là, je mélange les plantes en fonction de leur vertu et en fonction du goût. Donc, on se fait des monstres. En Valais, plutôt les dégustations de vin, mais moi, je me fais des monstres dégustations de mélange de tisane, d'infusion, parce que tisane est un mot réservé à la pharmacie. Donc, c'est des infusions. Mais quand même, je tiens compte de leur vertu. Et puis, on essaye de faire des mélanges qui soient et bons au goût et bons pour la santé, quoi. Voilà, alors mélange épices, infusion, sirop, et puis le reste, je livre à des gens qui savent aussi transformer ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça, magnifique. Bel échantillonnage, effectivement, de toutes ces plantes et ces mélanges qui sont magnifiques. Bon, on va gentiment descendre un petit peu parce qu'on n'a fait que de marcher. Vous avez aussi vu, avec BioAgri, on n'a pas peur de quasiment traverser tout le Valais romand en un jour, passer des chèvres laitières à la permaculture, à des vignes extrêmement raides. Et ici, ces magnifiques terrasses de plantes aromatiques et médicinales, et comme on peut les appeler, sur cette belle parcelle de démonstration, alors faite avec beaucoup d'énergie, avec plein de volontaires l'année passée. Oui, et puis là, on va mettre des petits fruits pour masquer les quénos, puis pour tenir les terrasses, qu'à la fin, les fers à béton, tout ça, on peut enlever, que ce soit tenu par des arbustes, des pêchers de vigne. On va tester s'ils poussent à cette altitude. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'en faire un peu un jardin, pas seulement de plantes, quoi, et essayer que ça devienne au naturel, que ça se plaise et puis que ça vienne naturel. Non, on voit qu'ici, c'est le relief naturel, c'est justement ces terrasses. Puis c'est assez sympa de l'idée d'en recréer des plus douces que celles qui ont été maçonnées depuis des générations et des générations par les paysans de montagne. C'est notre thème aussi du jour, c'était l'agriculture de montagne avec toute cette diversité et puis tous ces étages et ce travail incroyable pour réussir à vivre ici finalement et à produire plein de choses différentes. Il y a encore des vaches ici en dessous, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mais elle est sympa l'idée de recréer des terrasses parce qu'on a plutôt une tendance à voir des terrasses qui s'affaissent, qui s'abandonnent, qui sont... Voilà. Et toi, t'en recrées, quoi. Et là, je peux vous dire que chaque fois qu'on tourne des terrains, et là, celui-là, on l'a fait qu'à la main, moi, j'ai un peu chaque fois mal au bide parce qu'on ressort des murs en pierre sèche de dessous. Ah ouais. Ils ont été... Voilà, c'était un sacré job. Si on regarde des photos qui datent du début du siècle, c'était partout en terrassé en mur. Et là, des fois, moi, très souvent, presque tout le temps, on les ressort, ces murs, mais en fait, ils sont sous 1 mètre de terre. Quoi. Ouais, et c'est tellement dommage. Et ça me fait mal au bide. Je me dis, purée, job qu'ils ont eu avant, et puis c'est enterré là-dessous. Voilà. Donc, on essaye aussi de ressortir les cailloux, puis d'en faire quelque chose. Et puis, c'est un peu le seul moyen. La pente ici, elle est quand même abrupte. Est-ce que tu as une idée, justement, toi qui t'intéresse aussi à l'histoire du lieu? Maintenant, on va parler un petit peu de l'histoire plus large que cette parcelle, l'histoire de Sarayé, d'histoire de lieu. Mais sur ces terrasses, justement, moi, ça me fascine aussi toujours. J'ai aussi des images en tête de ces vieilles terrasses. J'étais une fois en vacances à Salvan, tu voyais tout le coin et c'était tout terrassé. Puis tu voyais même sur cette photo noir et blanc plein de cultures différentes. Tu voyais de la céréale, de loin, on imaginait que c'était du seigle, mais il y a plein d'autres choses. Est-ce que tu as une idée, toi, historiquement, qu'est-ce que déjà les anciens aussi faisaient pousser ici, peut-être encore jusqu'à après-guerre, j'imagine, c'est encore resté cultivé dans certains coins? Oui. Alors ici, il y avait, effectivement, je pense comme un peu partout en Valais, c'était beaucoup planté en céréales. On a en Valais aussi une espèce de conservatoire de graines pour les céréales à Herschmann, dans le Haut-Valais. Et des gens de Sarayé ont été là-haut pour voir s'il restait peut-être des traces de ce qui poussait ici. Ils ont retrouvé 7 variétés de blé étiquetées blé de Sarayé et du seigle.
de l'épeautre, mais c'est cette variété de blé qu'on espère remettre en culture. Parce qu'à Sarrié, il y a un moulin Mhm. qui a été remis en fonction. C'est un moulin, comment on dit, à trois fonctions et scie du bois. Donc ici, les troncs, il en fait des planches. Ok. Ils font du jus de pomme. Donc c'est des grosses pierres, hein, Mhm. soit pour moudre le grain, soit pour presser les pommes. Donc il est utilisé. Toutes les années, il se fait du jus de pomme avec les pommiers qui sont Mhm. ici dans le village, qui doivent être aussi des vieilles variétés de pommes, hein. Et ils font de la farine, donc ils ont remis du seigle, du blé en culture, et c'était de là qu'ils ont été voir à Erschmat, ce qui était originaire d'ici. Et, et ça, on n'a pas fini de s'amuser avec ça. Donc moi, j'essaye. Il y a quelques jeunes qui sont motivés au village de replanter, de reproduire de la graine. Déjà, ce serait un Ouais. premier pas, hein, de reproduire la graine. Parce que tu parles de jeunes ici au village, justement, mais est-ce qu'il y a encore des agriculteurs professionnels ou qui font ça à mi-temps ou c'est comment un petit peu au niveau de l'agriculture ici sur Sarrié? Alors, grosso modo, 200 habitants. La route qui nous relie à Verbier, elle est fermée l'hiver. On est préservé. On est content. Enfin, en tout cas, moi, je suis contente. Je ne vais pas Ouais, parler ouais, pour tout le monde. ouais. Euh, et, et- et alors, l'agriculture, comme partout, hein, il reste 3 paysans. Avant, tout le monde avait du Mhm. bétail. Tout le monde avait sa petite Mhm. écurie et ses bêtes. Et puis là, il reste 3 paysans, grosso modo, à Sarrié, qui ont des bêtes. Mhm. Et puis moi qui suis revenue là, et puis du coup Mathieu et Florence qui installent leur distillerie au fond de ce chemin là, on va gentiment y arriver à un moment donné. Et puis tous ces toutes ces personnes qui ont travaillé autour du moulin, autour du four à pain, pour conserver ça, qui ont conservé le savoir et qui sont tellement passionnés que c'est sûr que ça réveille la motivation des jeunes, Ouais, hein. ouais. Et puis moi, voyant ça, en fait, petite équipe, on s'est mis ensemble, on s'est dit, mais on va s'associer, histoire de faire connaître ce qu'on fait et puis de développer aussi ce qu'on fait. Et on a fait une association des paysans et artisans de Sarrié et environ, dont fait partie le moulin, dont je fais partie, la distillerie aussi. Sarrié et environ, parce que le village en dessous, Lourtier, il y a Morissette et Jean-Daniel Felet qui, eux, ont une ferme Mhm. bio-bourgeon Mhm. aussi. Elle fait de la fabrication à la ferme, des produits très très chouettes. Et puis l'idée, c'était un petit peu de se mettre ensemble. Il y a aussi un distributeur de lait, Ah oui? aussi de lait bio là dans le village. Et puis voilà, ben, les gens vont se servir leur litre de lait au distributeur de lait. Pour un village de 200 habitants, je trouve qu'il y a une dynamique qui est assez incroyable, hein. Et, bah, de plus en plus, moi je trouve en tout cas ce que je ressens, c'est que j'ai de plus en plus de jeunes qui viennent nous demander, voilà, puis si je veux, moi je suis intéressée aux céréales, intéressée au pain, est-ce que je peux reproduire la graine où on la trouve, qui discute avec les gens du moulin, du four à pain, il y a de la relève, quoi, en fait, c'est réjouissant. Oui, il y a de la relève, il y a de l'intérêt, puis il y a de l'intérêt aussi de la part des consommateurs de redécouvrir peut-être des anciennes variétés. Ou alors tu parles du pain, c'est un très bon exemple. Je ne pensais pas qu'il y avait des variétés vraiment régionales de blé, quoi. Je voyais plus seigle, mais effectivement, blé, pain au feu de bois, etc. Enfin, des gens qui retravaillent des matières un petit peu oubliées. On voit plein d'initiatives comme ça partout en Suisse, hein, enfin, de gens qui recommencent ou qui se mettent avec un paysan bio et puis qui font une activité de four à bois. Ces collaborations, donc elles marchent vraiment visiblement très bien là-dessus. Puis qu'est-ce que peut l'association, enfin, est-ce qu'elle a un rôle aussi pour encourager ces gens ou comment ça se passe en fait s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à une activité, par exemple, voilà, faire du pain au feu de bois, enfin du pain au levain avec des variétés anciennes, ça doit pas être évident de se lancer, mais En fait, nous, c'est plus devant la demande des consommateurs, la demande des gens qui disaient ah, mais est-ce que je pourrais venir visiter ah une ouais. de vos parcelles? Et puis la distillerie, ah, est-ce qu'on pourrait passer voir une distillation? Le moulin, est-ce qu'on pourrait le voir tourner? Et puis, comme on est tous sympas, on dit tous oui. Puis après, on est
un peu dans la merde, Ouais. quoi. Parce qu'on ne fait pas notre job Ouais. et puis on prend ces gens-là. Du coup, on s'est dit, si on s'organisait, peut-être comme ça, on peut fixer les jours, on organise ces visites, on les rend payantes, comme ça, au moins, on peut payer des gens qui font le job qu'on doit faire pendant qu'on n'est pas là. Et puis, ça s'est monté un petit peu sur sur ce constat, disons, qu'on passait tous énormément de temps. Morissette aussi à faire visiter sa fromagerie. Et puis, on s'est dit, non, mais il faut organiser les choses, parce que sinon, ils nous demandent tous les moments. Puis après, on ne sait plus comment bosser, quoi. Et du coup, c'est parti de là. Et c'est vraiment ce que propose l'association, c'est d'organiser des journées de visite. Et on collabore aussi avec Slow Food. Donc, on est devenu la première communauté slow food de Suisse. Donc Et ça rayait. ouais, première communauté slow food de Ah, c'est Suisse. cool quand même. Bah ouais, bah il y en avait un de slow food qui mangeait là à Sarayé pendant qu'on discutait de monter notre association. Il a dit mais ça ressemble furieusement à une communauté slow food. Du coup, non, c'était bien, ça s'est fait un peu tout par hasard, mais plutôt pour rendre service à nous qui sommes de l'agriculture, puis qui avons quand même beaucoup de jobs. Et puis moi, je me rends compte que c'est important d'avoir ce contact avec les consommateurs. Sauf qu'on ne peut pas le faire tout le temps parce qu'on a un sacré boulot, quoi. Et cette association, elle permet ça, vraiment, c'est réjouissant. Et puis, de... j'ai perdu le fil. C'est réjouissant, effectivement, donc d'avoir autant de consommateurs qui s'intéressent par le biais de cette association qui regroupe donc de tout. Hein. Enfin, il y a vraiment de tous les métiers, âges, etc., statut social, entre guillemets, ou bien qui sait quel profil. Est-ce qu'il y a un profil type des membres de l'association des Amis de Sarayé, non? Comment il s'appelle? L'association des paysans et artisans de Sarayé. Non, écoute, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Ça regroupe de tout. Et même l'année passée, on a eu beaucoup de journalistes aussi. Et regarde là, on est sur le chemin de la distillerie. Regarde, eux, ils font de l'absinthe. Hein. Et en fait, c'est le chemin de l'absinthe ici. Tout le long, c'est bordé en absinthe. Je la désherbe dans mes cultures. Et ouais, c'est un joli clin d'œil à ce que fait la distillerie là-bas, d'être sur un chemin bordé d'absinthe pour y arriver. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est assez sympa de voir spontanément toutes ces absinthes que tu parles. Effectivement, les Neuchâtelois qui nous écoutent. Et oui, l'absinthe pousse aussi au Val-de-Bagne, en Valais. C'est une plante finalement assez commune. Et puis là, qui se plaît particulièrement bien. On va voir effectivement ce qu'on peut faire aussi avec d'autres plantes, pas seulement l'absinthe qui est connue, mais aussi finalement on va voir qu'elle elle peut être apprêtée à plusieurs sauces aussi. C'est un peu comme la pomme de terre bonne à tout faire, l'absinthe. On peut vraiment la travailler, hein, si on veut, avec de multiples facettes. Ça sera intéressant pour notre prochaine petite étape quand on sera arrivé au bout de ce chemin, parce qu'effectivement, là, je crois qu'on arrive gentiment au bout d'un chemin. Tu peux me dire, mais comment est-ce qui est-ce qui a eu l'idée de venir s'installer au bois? Peut-être que Mathieu et Florence nous raconteront tout ça. Ou bien, est-ce que tu as quelque chose à voir là-dedans? Parce qu'il paraît que à Sarayé, Isabelle, elle essaye de... Bon, vous avez compris, hein, tout le monde, c'est qu'effectivement, il y a une grande collaboration, il y a un tissu fort, il y a il y a plein d'entraide, il y a plein d'idées aussi qui germent. C'est un tissu vraiment fertile, un terreau très fertile à plein de projets. Et Isabelle, est-ce que tu es pour quelque chose avant qu'on arrive chez Mathieu et Florence? Est-ce que tu es pour quelque chose pour l'installation de cette distillerie ici? Dis-nous tout. Alors, je ne sais pas si on peut plutôt dire que BioAgri y est pour quelque chose. Parce que j'avais un stand à BioAgri la première année où ça s'est tenu. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Florence. Et on a parlé de culture de plantes. Et voilà, il cherchait un endroit pour une distillerie, mais un endroit ensoleillé avec de la bonne eau. Je lui ai dit, mais viens un petit coup à Sarayé, ils sont jamais repartis. Mais c'était vraiment à BioAgri la première fois qu'on s'est rencontrés. Sans BioAgri, je ne suis pas sûre qu'on se soit rencontrés entre Mathieu et Florence et moi. Du coup, c'était très sympa, puis on est très content qu'ils soient là.
on est surtout très contents quand ils font des essais puis qu'ils viennent nous faire goûter. Et là encore, on a changé de registre d'odeur et puis on s'approche du maître des lieux qui nous attend de pied ferme devant plein d'alambics. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Ouais. Voilà, on arrive une manière aussi, on a parlé plantes aromatiques et médicinales, c'est une manière aussi de les mettre en valeur, de les sublimer, on peut le dire aussi, ces plantes aromatiques et médicinales. Et puis on va faire un petit point maintenant sur ce que vous en faites ici. Donc explique-nous déjà ce que vous faites, comment vous êtes arrivé ici. Isabelle nous a un tout petit peu le dit le départ. D'accord. C'est à cause d'Isabelle, de toute façon. Alors oui, la distillation, ça sublime les plantes aromatiques, mais les plantes aromatiques, ça sublime la distillation. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude, on a un peu perdu le sens quand on fait des spiritueux. On ne fait pas que des spiritueux, on fait aussi des huiles essentielles, des hydrolats, des préparations cosmétiques, spagyriques, tout ça. Mais pour les spiritueux, on a un petit peu perdu le sens pour les eaux de vie d'herbe comme l'absinthe, le gin et tout ça, de l'importance de cultiver et l'importance aussi de faire son alcool. Voilà. Alors nous, on s'est installés ici parce que justement on pouvait tout faire avec les plantes. Bon, si vous êtes venu à pied, vous avez vu l'absinthe sauvage qui pousse partout ici. Voilà, donc on cultive et puis on prépare et on distille. Voilà. Prépare, on distille, on voit que ça fume derrière nous. Ça fume et ça sent bon, ça vous le voyez pas. Mais est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu es en train de faire ici? Alors là, aujourd'hui, je fais une repasse d'eau de vie de bière pour faire une sorte d'eau de vie de bière, une sorte de whisky. Alors voilà Horatio. Et Horatio en direct sur BioAgri. Voilà, donc ça sera une base ou bien une eau de vie comme ça. Mais sinon, on distille du vin ou des lits de vin ou des choses comme ça, ou du grain d'ailleurs comme ça, pour faire des absinthes et des gins. Ou d'autres du pastis, enfin des eaux de vie d'herbe, c'est-à-dire des eaux de vie qui sont faites avec des plantes aromatiques et médicinales. Oui, d'accord. Et quelle est la capacité d'un alambic pareil, ou bien par exemple, combien tu peux produire avec un alambic comme ça en une journée de travail? C'est difficile à dire. C'est très lent. Parce que celui-là, il fait 100 litres et puis c'est un alambic à repasse, il faut distiller plusieurs fois. Non, c'est vraiment du petit matériel presque amateur. D'ailleurs, ça appartenait aux bouilleurs de cru d'Alsace en France, ce genre d'alambic. Mais en fait, on est venu ici aussi parce qu'il y a des contraintes naturelles qui nous empêchent de penser moderne, de penser efficace. Voilà. Et on est obligé de s'adapter. Donc, le chemin n'est pas déneigé pendant 5 mois. Chaque année, c'est raquette. On peut pas venir, on peut pas faire d'expédition, de réception de marchandises, etc. Donc, on est obligé de s'adapter à ça. Et du coup, ça nous oblige à faire une production très particulière. Et c'est pour ça qu'on est là. Et on ne peut pas faire autrement. Donc on chauffe au bois. Alors là, ça traîne un petit peu. Ça va couler là, bientôt, mais ça traîne un petit peu. Mais je pousse jamais. On distille tout doucement ici. Voilà. Et puis donc, tu parlais de ces distillations. On voit qu'il y a plusieurs alambics. Est-ce que tu connais le nombre de distillations, non, parce que tu as parlé, il y a la spagyrie, il y a les hydrolats, il y a plein de choses. Le nombre de produits que vous faites ici sur la distillerie? C'est un peu le concept de ferme qui est si répandu en Suisse. Et moi qui viens de France, je suis admiratif avec ça, puisqu'on est trop spécialisé en France toujours. Et donc là, alors évidemment, on ne pourrait pas faire que des spiritueux. Parce qu'il faudrait qu'on puisse amener des palettes de bouteilles, expédier, etc. Donc on fait aussi d'autres choses. On fait de la spagyrie, donc une médecine naturelle à base de plantes qui est inspirée de l'alchimie, qui est assez répandue en Suisse. On fait des cosmétiques, on fait des vinaigres de plantes, on fait toutes sortes de préparations à base de plantes. Je crois que ce qui fait le lien entre toutes nos activités ici, c'est les plantes et la culture. Donc, voilà, on achète à peu près, pour les spiritueux, on achète quelques plantes, mais pas plus que 20%. Ah ouais, et tout le reste, c'est... Voilà. Et quand vous achetez, tu fais aussi des choses exotiques, ou c'est vraiment, il y a une philosophie, une envie de faire le plus local possible, ou quand même, pour avoir une gamme, tu vas chercher plus loin? Alors, il y a un adage très important en distillation qui dit que l'alambic va vers la matière. Donc, quand on est en Normandie, on distille des pommes. Quand on est à Sarrié, on distille de l'absinthe. Voilà. Alors,
on voulait faire du gin. Enfin, moi, je ne suis pas trop gin, mais enfin bon, voilà. Alors, il se trouve qu'il y a l'essentiel des plantes ici, les baies de genévrier, enfin tout le sureau qui est là en bas et tout ça, sont ici. Mais le gin, c'est quand même une plante qui a aussi des épices orientales, des poivres, du thé, etc., des agrumes. Et donc ça, on a un partenariat avec un copain qui distille au Vietnam, comme nous, en bio, dans des endroits avec du matériel comme ça. Enfin, voilà. Donc c'est pas, il y a une partie pour le gin par exemple qui n'est pas locale, mais c'est quand même, c'est un copain, j'ai distillé chez lui, il vient, voilà. C'est la question du lien qu'on a souvent abordé pendant ces 2 jours, le lien avec le produit, quel qu'il soit, d'ailleurs le lien aussi avec le consommateur, mais aussi avec des collègues producteurs qui peuvent être effectivement à l'autre bout du monde, mais qui partagent une philosophie finalement, et une vision aussi de la chose, éviter les produits industrialisés à outrance, et puis voilà, on trouve ça partout. La philosophie, ça se résume par rythme de vie, je crois. Joli. Voilà. Ah oui, ça coule. Là, ça commence. Ouais. Donc, tu nous disais là comme exemple, c'était donc, moi honnêtement, j'ai pas tout compris. Tu repasses de la bière. Alors, explique-moi, explique la bière, ça se boit normalement comme ça. Ou est-ce que tu valorises des bières qui n'ont pas pu être vendues ou comment? Alors, ça, c'était une bière qui avait un problème, mais qui était bonne pour la distillation. Et donc, on l'a distillée. Donc, pour la bière, on fait 2 ou 3 distillations. Là, ça va être une triple distillation. Là, c'est la seconde. Et puis après, ça part dans une barrique. Il y a les tonneaux là dans la distillerie. Voilà. Donc, c'est un peu une boisson cousine du whisky. D'accord. Ah voilà, cousine du whisky, d'accord. C'est intéressant effectivement de voir que tu peux distiller de la bière. Et ça, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est l'idée de la... Ouais, il n'y a pas de déchets, quoi, quelque part. On a parlé beaucoup pendant ces 2 jours, oui, mais les pommes sont trop grosses, trop petites, etc. Donc c'est compost, etc. On a vu plein d'exemples de gens qui valorisent ça à travers des jus, à travers des confitures, à travers plein de produits. Donc c'est un petit peu ça aussi que tu fais. Oui, bien sûr. Pour les matières premières, pour l'alcool. Les vins ou bières, etc. Mais pour les plantes, par contre, non. Là, les plantes sont cultivées pour ça. Et la spécialiste des plantes, là, voilà, c'est Florence. Qui arrive comme par hasard. Bonjour Florence. Salut. Tu es spécialiste des plantes. C'est quoi ton rôle en fait dans cette distillerie alors? Alors écoute, je m'occupe plus particulièrement du coup des cultures de plantes, aussi des récoltes, des diverses récoltes qu'on fait dans la montagne, un petit peu partout. Et puis donc finalement de la transformation, quoi, du séchage, des recettes. Voilà, un petit peu ça. Ouais, parce qu'on a parlé spagyrie, on a parlé différentes plantes, on a même parlé, je crois qu'il a évoqué pommade, baume, je sais pas quoi. Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu... Alors, donc disons que j'ai un petit espace pour le soin du corps, donc à base de plantes, avec quelques baumes. Et puis là, je travaille un petit peu plus aussi sur une gamme de vinaigres thérapeutiques maintenant. Voilà. Vinaigre thérapeutique. Et là, faut expliquer parce que... Donc en fait, c'est des macérations de plantes dans du vinaigre où on va travailler sur... disons que ça va être une extraction un petit peu comme une extraction dans l'alcool, mais sauf beaucoup plus douce. Et puis ça peut être pris par des enfants aussi. Et puis voilà, pour différentes... Il y a des recettes qui sont très connues comme le vinaigre des 4 voleurs qu'on fait. Et puis donc moi, j'aimerais bien travailler vraiment là-dessus. Parce que toujours dans une optique d'allier plantes, santé, et puis tout ce qu'on peut faire avec nous, ce qu'on fait comme alcool, et puis évidemment travailler avec des gens qui font du vinaigre pour mettre en valeur un petit peu différents produits du terroir, quoi. Vinaigre des 4 voleurs, ça c'est un titre d'un roman, ça, un petit peu. Ouais, un peu, ouais. Ouais, on a essayé le vol, mais ça n'a pas marché. Alors, on fait de la distillation et des préparations. Pour les collègues. Ça reste mystérieux quand même. Mais c'est bien. Il faut une petite dose de mystère dans toutes ces productions. Alors, dis-nous maintenant que ça coule. Il faut voir je vous encourage à goûter. Alors, ici, on goûte. Alors, c'est comme chez les parfumeurs. Ici, c'est comme chez les parfumeurs. Hein, on ne fait pas. Voilà. On goûte. Comme ça. Et puis, qu'est-ce que tu... Et comme ça, j'ai étalonné mon index. Et je sais exactement ce qu'il y a, comment ça se passe. Et qu'est-ce que tu détectes là? Comment tu... Moi, je...
Alors là, on est à peu près à 80-85 degrés. Ah voilà, il me semblait, j'allais dire que ça c'est fort. Ouais. Et puis c'est un peu confus, les têtes de distillation, le cœur et tout ça. Oui. Mais c'est pas grave parce que comme mon brouillis, ma première passe était très faible, parce que la bière c'est difficile à distiller en première passe, il est prévu de faire une troisième passe, une triple distillation pour bien enlever les têtes et les queues. Voilà. Parce qu'effectivement, je me souviens aussi mon grand-père qui disait toujours faut enlever la tête et la queue. J'ai jamais trop compris à ça. Mais alors explique-nous, vulgarise-nous ça aussi. Pourquoi c'est important d'enlever cette première partie qui sort au début, c'est ce qu'on appelle la tête, et la fin, la queue. C'est ça. Alors bon, déjà il ne faut pas diaboliser parce que pendant des générations on a bu de l'alcool avec beaucoup de tête et beaucoup de queue. Les vieux Armagnacs sont encore faits comme ça, les vieux Calva aussi. Donc il ne faut pas diaboliser ça. Mais c'est vrai que quand on enlève bien les têtes, c'est-à-dire le méthanol et puis d'autres alcools volatiles, alors le méthanol n'est pas très bon pour la santé. Ça attaque un peu le nerf optique, enfin tout ça. Et surtout c'est piquant et ça donne mal à la tête. Donc il faut bien l'enlever. Et puis les queues, c'est pas franchement mauvais, mais c'est pas très bon. C'est un peu indigeste, c'est lourd. Alors si on les enlève, on a une eau de vie qui se boit beaucoup plus facilement, qui est très digeste, et ça c'est très important. Comme ça, les vertus des plantes, vertus aromatiques et médicinales, des plantes vont pouvoir, le cerveau et tout le corps va pouvoir en profiter beaucoup mieux, parce que l'eau de vie sera digeste. Donc il faut bien enlever les têtes et les queues. C'est un peu la nouvelle école. Oui, mais ça me plaît bien. Et puis effectivement, on peut voir que ces alcools, comme ceux que tu mentionnais, ont inspiré finalement une des générations, enfin des plein d'artistes du monde entier. On a vu toutes ces absinthes là en venant, etc. C'est quand même un alcool un petit peu mythique quelque part dans l'aspect aussi culturel de cette boisson. On pense souvent aussi, nous en Suisse, aux problèmes qu'il y a eu avec la prohibition, par exemple, de l'absinthe au niveau suisse, qui avait même été mis dans la Constitution fédérale, que c'était interdit. C'était vraiment unique au monde qu'on mette dans une Constitution qu'on n'avait pas le droit, qui est sortie il y a quelques années, Dieu soit loué. Donc effectivement, c'est avant, je ne sais plus quelle année, 2005, c'était impossible de faire cette activité en fait. Non, pas du tout impossible. Il y a une grande tradition de clandestins en Suisse qui est absolument admirable. Mais non. Que même la régie et la douane admiraient, absolument. Bien sûr. Comment la régie admirait ces clandestins? Ah bah oui, quelque part, oui, il y avait une espèce de... C'était un problème. À un moment, par exemple, je ne sais pas si on peut le dire, mais je crois qu'il ne faut pas s'en priver, il y avait, par exemple, la régie mettait un marqueur dans l'alcool d'Alco-Suisse. Donc tous les clandestins qui allaient à la droguerie acheter leurs plantes et leur alcool pour faire leur absinthe clandestine utilisaient cet alcool, et puis les contrôleurs allaient dans les petites fontaines disséminées dans les forêts, et puis prenaient un petit échantillon et cherchaient le marqueur. S'il y avait le marqueur, fermez les yeux. Ils fermaient les yeux. Mais s'il n'y avait pas le marqueur, alors là c'était de l'alcool clandestin qui venait d'Italie ou de France, et là ils étaient obligés de chercher, quoi. Donc il y avait quand même un respect pour cette culture. C'est une vraie culture. Voilà. Ah, c'est joli, belle anecdote, effectivement. Il y en a des tonnes comme ça autour de la distillation. On voit quand même que c'est quelque chose de très inspirant, pas seulement pour les artistes, mais effectivement pour tout le monde. Moi, je propose que vous nous fassiez voir aussi les produits finis que vous arrivez à faire ici, sur le domaine. Tu veux dire que tu veux déguster? J'ai dit, on va déjà voir les bouteilles, on va les présenter, vous allez les commenter. Mais c'est avec plaisir. Alors, on y va. Voilà, puis vous êtes donc ici arrivé parce qu'on voit que ce bâtiment, finalement, ça ne devait pas être une distillerie à l'époque. Qu'est-ce que c'était? Vous êtes installé dans quoi ici? Au début, c'était un chalet d'alpage moyen, un chalet d'alpage qui a servi comme habitation, et il y a eu quelques vaches voilà, pendant quelques années. Et puis, ça a été un petit peu laissé à l'abandon assez longtemps. Quand on est arrivé, ça faisait... je pense 10 ans que c'était abandonné presque. D'accord. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, quand on cherche la contrainte, puis que la contrainte devient quelque chose de positif, on est bien servi ici, effectivement. Donc, accès, vous avez entendu, l'hiver, accessible seulement à pied. Ouais, ça limite. Et puis, c'est vrai que tu ne vas pas faire un énorme commerce de dizaines, de centaines, de millions, milliers de litres, dizaines de milliers de litres, quand on habite comme ça. Je pense qu'en fait, nous, ça nous convient bien parce qu'on aime bien la diversité, donc on aime bien beaucoup de choses différentes. Et du coup, c'est beaucoup de choses en petite quantité. Mais
Voilà, pour nous c'est bien. Et puis dans le monde des plantes, en fait, c'est tellement riche, il y a tellement à faire que voilà, pour nous, ça nous parle comme ça. Est-ce que on se met plutôt face au soleil? Je pose la question pour... hein? Oh, on est très bien. On y va, c'est parti. Ok. Alors, bah, c'est moi qui serai face au soleil aujourd'hui. Bien gâté en Valais, c'est quasiment la première journée presque d'été. Alors, qui nous présente quoi? Alors, bon, bah, on va commencer par notre absinthe emblématique. C'est la chandelle verte. Ça, c'est vraiment l'absinthe. Disons que c'était ce qu'on voulait faire quand on est arrivé ici. Voilà. Notre but, c'était de faire une absinthe amère, très végétale, avec les plantes qu'on avait découvertes ici, quoi. Parce que vraiment, l'absinthe, on n'avait jamais goûté une absinthe comme, comme celle du Valais, quoi. Donc, elle nous a vraiment inspiré à faire une recette autour de ça, telle qu'on imaginait justement l'absinthe, 1900, les artistes, une absinthe inspirante. Et du coup, ça c'est cette recette. La base de la recette, c'est... Il y a un tableau de Gauguin qui est passé à Gianada il y a quelques années, qui s'appelle... où Gauguin peint des arbres en rose, et il les appelle les arbres bleus. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a bu pour faire ça? Donc, vous avez essayé de recréer l'absinthe à Gauguin, quoi. Ah, c'est très modeste comme démarche, finalement. Alors, qu'est-ce qui compose? Alors, ben, absinthe, évidemment, mais bon, sans nous dévoiler, pardon, tous les secrets. Mais comment ça se passe pour créer? Effectivement, je vois cette couleur incroyable. Tu as mis le t-shirt qui va avec aussi, Mathieu, presque. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est ce qu'on dit, les pros. Donc, comment un petit peu ça se fabrique? Et puis après, comment ça se déguste? Parce que je vois là qu'il est en train de préparer tout quelque chose. Alors, qui nous dit quoi? Alors, donc dans cette recette, il y a une trentaine de plantes environ. Donc voilà les plantes de base, un petit peu absinthe, grande absinthe, petite absinthe, de l'hysope, de la mélisse, de la menthe et autres. Et en fait, la particularité de celle-là, c'est que donc on fait une première macération, on distille, et après on fait une remacération de plantes qui vont donner cette couleur-là. Et on arrive à tenir cette couleur, ce qui est assez... Ouais. Alors, l'absinthe, par exemple, est dans les deux macérations. La première fois, elle est macérée et distillée, ce qui lui donne un goût beaucoup plus facile, plus doux, et un peu plus confite. Et dans la deuxième macération, elle n'est pas distillée, donc elle est crue, elle est verte, elle est beaucoup plus vivante. Et il y a cet équilibre-là. Voilà. Et puis je vois que tu as disposé dessus une petite coupelle, je ne sais pas son nom, avec un brouilleur, merci, avec un peu de sucre. Pourquoi? Bah alors, en fait, traditionnellement, on boit l'absinthe avec un sucre. Celle-là, il faut vraiment être très très audacieux pour la boire sans sucre. Il faut vraiment aimer beaucoup la mer. Et en fait, le sucre là va vraiment porter les arômes. Ça va arrondir l'ensemble. Donc voilà, on profite de cette tradition de sucré pour soutenir les goûts de cette absinthe. Vous êtes quand même marrant, hein, là, nos amis distillateurs, parce que c'est vrai que bon, vous cherchez les endroits avec les contraintes, où la nature vous impose des contraintes, mais vous vivez avec. Moi qui suis agronome à la base, on a appris à toujours sélectionner des plantes de moins en moins amères, dans les légumes par exemple. Et là, vous nous sortez une absinthe hyper amère, enfin, d'après ce que je vous entends, on va la déguster après. Mais l'amertume finalement qu'on a essayé vraiment d'exclure de nos plantes cultivées, est-ce qu'elle aurait des vertus ou pourquoi on recherche aussi cette amertume peut-être? Alors ouais, en fait l'amertume, aujourd'hui on en manque vraiment cruellement dans notre alimentation. Déjà parce que c'était une façon de... En fait toutes les plantes amères arrivent au printemps et c'est pas pour rien, c'est qu'en général après l'hiver on avait fait un petit peu bombance de plats gras et donc l'amertume permettait de nettoyer le corps. Ça permettait d'ouvrir en fait, d'activer les sécrétions gastriques et donc de permettre une meilleure digestion et puis ça permet de nettoyer le foie. Et donc c'est vrai que ça, si on fait plus ces petites cures de plantes amères au printemps, je pense qu'on pourrait y revenir. Même si c'est vrai qu'on n'est plus dans une époque où on mange des fricassés de pommes de terre avec du lard tout l'hiver, mais
quand même, ça passe bien des fois. Hein. Ça passe bien. Donc en fait, la recette avec toutes les plantes, là, c'est vraiment des plantes aromatiques. Donc il y a un bouquet qui est fait pour que l'ensemble soit aromatique, mais aussi médicinal. Dans le sens que on n'a pas le droit aujourd'hui de dire qu'un spiritueux est bon pour la santé. Ça, c'est une honte. Parce que les spiritueux sont les enfants d'une grande tradition d'alchimie médicinale et de phytothérapie. Et donc il y a beaucoup d'élixirs comme ça qui ont donné naissance à des eaux de vie aujourd'hui, des spiritueux, qui ont donc dans leur gène cette vertu d'améliorer ou d'entretenir la santé. Et donc là-dedans, les plantes le but n'est pas seulement aromatique, mais aussi médicinal. Mais le plus important n'est pas encore là. Alors où est-il? Alors, il est au bistrot. Au bistrot de Sarayé, qui nous réunit tous quand il est ouvert. J'espère que c'est pour bientôt. On espère tous. Il y a un gars une fois qui me dit votre absinthe, accoudé au bar comme ça, votre absinthe, elle est bonne. Elle est bonne. Elle fait pas mal à la tête. Et en fin de soirée, les discussions deviennent intéressantes. Voilà, ça c'est une discussion de bistrot. Hein, alors là, il y a les 3 points qui sont vraiment importants. Il y a le goût, il y a la santé et il y a l'ivresse. Et dans l'ordre contraire d'importance, hein, bien sûr. Je pense qu'on boit tous d'abord pour avoir une bonne ivresse, pour entretenir la santé, et puis le goût, évidemment, c'est le faire valoir, quoi. Et donc, pour nous, ça, c'est très important. Et donc, au niveau du foie, par exemple, il y a des plantes pour stimuler le foie, amères donc, plantes pour soutenir le foie, etc. Voilà. Oui, ça vient difficile. Aussi, hein. Bah voilà. Tout ça, c'était pris en apéritif. Voilà. Donc, voilà, c'est dans cet esprit-là. De passer un bon moment en société. C'est ça, et se faire du bien aussi en même temps. Après, voilà, j'imagine qu'après le 2e litre, ça vient difficile, mais voilà. Alors, ça, c'est... C'est pas sûr parce qu'on a un stagiaire une fois qui a dit votre absinthe, je la connais, on me l'a fait goûter. Le gars qui me l'a présenté, il m'a dit celle-là, tu peux en boire autant que tu veux. Alors moi, je répète juste ce qu'on m'a dit. Moi, j'en bois autant que je veux, c'est-à-dire pas beaucoup parce que je suis voilà, mais j'ai pas une grande capacité, mais apparemment, si vous voulez, la qualité de l'alcool pour la digestion, au niveau du soufre et tout ça, quoi, et puis la qualité des plantes est très importante pour la digestibilité puis la santé en général. Alors merci de nous avoir présenté cette absinthe, la Chandelle Verte, qui est effectivement une marque de fabrique. Est-ce que tu veux juste aussi peut-être nous présenter un 2e alcool pour terminer un petit peu terminer ce moment sur finalement cette sublimation justement de la plante médicinale et aromatique. Peut-être tu nous présentes rapidement encore quelque chose qui est un peu emblématique de votre distillerie, puis après on va clore ce chapitre merveilleusement accoudé à cette table. Tu présentes le gin ? Ouais. Alors sinon, donc nous on s'était vraiment installés ici pour faire de l'absinthe, mais finalement on a été séduite par les possibilités du gin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de nouveaux distillateurs qui se lancent dans le gin, et en fait on comprend parce que la base du gin, c'est le genévrier. Donc c'est des baies qu'on va chercher dans la montagne ici. Et en plus, ça c'est vraiment une recette. Autant le gin, c'est un alcool très international, avec traditionnellement des épices qui viennent de l'autre bout du monde. Mais alors nous, on a vraiment essayé de travailler le plus possible avec les plantes locales. Et donc voilà, on travaille avec les sureaux qui sont ici, avec la spirule odorante qui pousse dans les forêts un petit peu plus bas. Et donc c'est un gin qu'on a voulu... plus de dégustation plutôt qu'un gin festif en fait. Donc c'est un gin qui se boit plutôt pur comme ça et qui est très délicat. Et qui, je vois celui-là, est même labellisé Bourgeon. Ouais. Alors celui-là il est labellisé oui parce que ouais. Tu veux parler ? Oui, parce qu'effectivement, il faut le dire. Non, mais dans une distillerie, comme dans une fromagerie, une boucherie, on a le droit, bien sûr, la législation est possible de distiller des alcools non bio et des alcools bio. Et il y a une traçabilité qui est excellente. Donc, c'est tout à fait possible pour un transformateur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est courant, disons, dans le monde du bio. Mais tu voulais nous dire quelque chose ? Alors, ce n'est pas notre choix. Nous, notre choix, c'est de faire tout le plus naturel possible, bien sûr. Alors, en fait... évidemment, on participe, on est très actif
avec Isabelle notamment, qui s'occupe de BioValais, dans ce courant bio et avec BioSuisse. Voilà, mais on n'arrive pas toujours au niveau administratif à labelliser des produits qui viennent. Alors, l'alcool qui est fait, qui permet de faire cette absinthe, par exemple, c'est du vin nature qui vient du Midi de la France, du Languedoc, dans mon ancienne distillerie. Donc c'est des alambics en cuivre, du vin nature, Déméter, Nature et Progrès, etc. Il passe la frontière, il est plus bio. Alors, on est en train de travailler à régler ces problèmes pour assouplir la réglementation, mais pas dans le sens d'être plus permissif, mais dans le sens de comprendre que qu'il faut, de comprendre comment faire pour reconnaître vraiment la qualité et voilà, au niveau des équivalents. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas encore bio suisse, mais tout est plus que nature. Je crois qu'on avait bien compris, mais c'est aussi intéressant d'aborder ces questions administratives. Je pense qu'on va régler ça maintenant tranquillement entre nous, parce qu'on arrive un peu au bout de notre superbe partage avec vous. Vraiment, merci 1000 fois pour cet accueil, pour vos activités ici. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous, pour l'équipe qu'on appelle le duplex valaisan aujourd'hui, de aussi prendre congé de nos collègues de l'autre duplex, dire aussi au revoir à tout le monde, à toutes celles et ceux qui nous ont suivis pendant ces 2 jours de pérégrination à travers le Jura, Neuchâtel, le canton de Genève aussi, et ici, en finir en beauté, dans le canton du Valais, à Sarayé, dans le Val de Bagne, avec cette magnifique dégustation. On a commencé par les tisanes, les cultures, et on finira, alors espérons-le, inspiré avec de belles discussions aussi autour de cette absinthe. Alors, santé. Santé, voilà, c'est le terme.